Bonjour, bienvenue sur la 5e vidéo de présentation de factions pour Saga l'Âge d'Alexandre. Nous allons nous attaquer à une des deux factions utilisant les dés phéniciens, à savoir les Perses. Cette faction aura la particularité de se diviser en deux sous-factions, les Perses médiques et les Perses achéménides, qui auront deux tableaux de choix d'options d'unités, mais qui se partageront le plateau de capacité saga avancée. En plus de ça, les Perses, quelle que soit leur sous-faction, auront accès à une option d'équipement particulière, qui est la formation combinée. Les unités en formation combinée ne subiront pas de malus à l'armure, malgré le fait d'être équipées d'arcs. Par contre, elles auront malus au déplacement, qui sera toujours de C, et un malus en combat, qui divisera leur capacité de combat par 2. La première des sous-factions, les Perses médiques, pourront donc choisir comme équipement pour leur seigneur soit de le mettre à pied, sans option d'équipement, ou alors à cheval. Les gardes pourront être soit à cheval, soit équipés d'arcs avec la fameuse formation combinée, ce qui fait qu'ils auront une armure de garde classique, sans malus. Par contre, leur agressivité au corps à corps sera seulement de 1, quand elle sera également de 1 au tir. Pour les guerriers, même option d'équipement, soit à cheval, soit avec des arcs avec la formation combinée. Et pour les levées, un seul choix, les javelots. Ce qu'il faut surtout retenir du tableau d'options des Perses médiques, c'est leur accès aux guerriers en formation combinée. C'est vraiment l'unité notable qui peut faire pencher votre choix vers cette sous-faction-là. Bon, il y a aussi les levées javelots qui sont exclusives à ce tableau, mais j'ai tendance à pas tellement les apprécier, même les trouver mauvaises, surtout dans cette faction qui n'en a pas forcément besoin. Donc voilà. Ensuite, comme on voit que c'est surtout une armée, il va falloir jongler entre la cavalerie et les piétons. Ça sera à vous de décider votre proportion de garde et de guerriers. Voilà, c'est pas trop compliqué à faire des listes, surtout avec un choix aussi restreint, si je veux dire. Le second tableau, celui des Perses achéménides, par contre, dispose de nombreuses options d'équipement, sauf pour le seigneur, qui lui est obligatoirement à cheval. Par contre, les gardes peuvent être soit à cheval, soit sans option d'équipement, un équipement standard, soit équipés d'arcs en formation combinée. Ce qui fait quand même une palette de choix assez importante. Ensuite, il y a également une autre unité de garde, considérée comme un garde, ce sont les chars à faux. On peut soit en recruter 2 pour 1 point. Ce seront donc 2 unités différentes, puisque les unités de chars à faux sont tout le temps composées d'une seule figurine. Soit retirer 2 gardes ou 4 guerriers pour avoir une unité de 1 char à faux. Alors, la particularité des chars à faux, c'est qu'ils vont faire beaucoup de touches automatiques dans les unités nombreuses et de piétons, et qui vont mourir dès qu'ils auront fait un corps à corps. C'est assez difficile à manœuvrer, étant donné qu'il faut aussi qu'il n'y ait pas de fatigue lorsqu'ils vont enclencher ce corps à corps. Ils ont une très bonne résistance contre les tirs, mais ils sont assez facilement gérables. Ensuite, un char à faux, ça peut potentiellement facilement gérer
unité de levée, mais à voir si le risque en vaut vraiment la chandelle et si on arrive à les rentabiliser vraiment à tous les coups. Personnellement, j'aime pas trop ce genre d'unité. Je trouve que c'est très dur à rentabiliser. C'est bien parce que ça fait une option supplémentaire. C'est aussi bien parce qu'on peut les recruter pour un demi-point en retirant des guerriers ou des gardes. Donc peut-être que 2 chars à faux c'est trop, mais un c'est peut-être pertinent quoi. Ça peut débloquer certaines situations, même si je doute que les Perses, vu leur puissance intrinsèque, aient besoin de débloquer tant de situations que ça. Donc c'est là. Peut-être qu'il y a des gens qui apprécient ce genre d'unité. En tout cas, moi j'ai beaucoup de mal à l'inclure. Les Perses achéménides peuvent également recruter un éléphant, un seul, enfin une seule unité d'éléphant. Si vous voulez, vous pouvez mettre 2 éléphants dedans, avec tous les bonus que cela comporte. Alors les éléphants sont considérés comme des guerriers à pied pour les règles des capacités avancées. Et sinon, voilà, leur résistance 2, le fait qu'ils aient présence, les touches automatiques qu'ils font sur l'adversaire, les arcs composites, les malus qu'ils infligent à la cavalerie adverse. Donc beaucoup d'avantages à avoir un éléphant, même si le plateau perse n'interagit pas du tout avec. En tout cas, même sans ça, juste en tant que tel, un éléphant c'est toujours une bonne unité. Là vous pouvez en inclure qu'un seul, mais c'est pas vraiment perdu à mon avis. Pour les choix de guerriers, bon, mis à part l'éléphant, vous pouvez inclure des guerriers à cheval, ou encore une fois, particularité des Perses, et là c'est exclusif pour eux, des guerriers sur chameau. Alors les guerriers sur chameau c'est très intéressant parce que les chameaux ont, ils ont les mêmes armures que les cavaliers, etc. Par contre, ils ont un bonus contre les autres cavaleries, c'est le même que celui de l'éléphant, c'est-à-dire qu'ils infligent un -1 aux autres cavaleries. Donc ça, déjà, en duel de cavalerie, ils sont plus forts que les chevaux. Et ils ignorent les règles de monture pour les terrains accidentés. Donc ils subissent pas de malus dans les terrains accidentés, contrairement aux chevaux. Ce qui est très très bien. Par contre, ils ont une pseudo-malus qui ressemble à celui de l'éléphant. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire leur première activation avec une distance de L. Mais par contre, leurs activations suivantes se feront avec une distance de M. Voilà, je pense que c'est pas super nocif en fait. Pour ça, pour les chameaux, je trouve ils sont plus intéressants que les cavaliers dans bien des cas. Donc c'est super intéressant de les avoir et puis ça fait une option exclusive aux Perses achéménides. Mais ce n'est pas fini car les Perses peuvent également recruter des guerriers sans option d'équipement, un équipement standard, et aussi des hoplites mercenaires qui sont des super guerriers. Alors, ils ont la règle mercenaire dans le sens où ils n'interagissent pas avec les capacités avancées du plateau, ce qui est assez dommage, ça aurait pu être bien. Par contre, ils ont une armure qui a augmenté de 1 au corps à corps comme au tir. Ça fait qu'on a des guerriers avec armure 5 au corps à corps comme au tir. Donc voilà. Ensuite, ils ont aussi une petite règle, c'est qu'ils ne font pas de points supplémentaires, étant donné que ce sont des mercenaires. Pour l'adversaire, quand on fait des décomptes en points de massacre ou en points de survie, bon, ça c'est spécifique au fait qu'ils sont bien intégrés à l'armée, même s'ils sont quand même soumis à la règle mercenaire pour les capacités avancées. En tout cas, c'est encore une fois une autre option, c'est intéressant, pourquoi pas.
Ça va être dur de les justifier, mais bon, je pense qu'ils sont toujours beaucoup plus faciles à justifier que des guerriers, voire des gardes en équipement standard. Finalement, pour les levées, on a droit à des levées avec arc, qui sont toujours bien en fait, c'est toujours une bonne unité d'appoint. Voilà, si on devait résumer le tableau des Perses achéménides, il y a plus de choses à dire que pour les précédents. Donc on peut dire qu'ils ont accès au lever avec arc, à contrario des levées avec javelot pour les médics. Les levées avec arc ont un réel intérêt selon moi. Ensuite, ils ont beaucoup d'options différentes pour les guerriers, à savoir les guerriers sans option d'équipement. Bon, j'ai un gros doute sur leur pertinence. Les hoplites mercenaires, qui sont mieux selon moi, mais sur lesquels j'ai aussi un très gros doute. Par contre, ils ont accès aux chameaux, et ça, c'est très 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 fort, à mon avis. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils perdent la formation combinée sur les guerriers, ce qui est le plus gros défaut du tableau et ce qui fait la particularité des médics. Donc voilà, c'est bien que chacun reflète une façon de se battre différente. Ils ont accès à un éléphant, ils ont accès au char à faux, et après, bon, ils ont aussi accès aux gardes sans option d'équipement, mais là c'est pareil, j'ai quand même un doute. Voilà pour les options d'équipement des deux tableaux. Donc d'un côté, une masse de formation combinée, de l'autre, plusieurs pléthores d'équipements différents. Les deux sont intéressants, pas pour les mêmes raisons. Peut-être un qui est plus simple que l'autre, dans le sens où on a moins de choix, donc moins de façons de se tromper. Et surtout moins d'unités biscornues, difficiles à jouer, quoi. Je vais passer au plateau des Perses maintenant. Pour les capacités basiques, il n'y a pas de changement. Ce sont les activations de garde, de guerrier, de levée, la bonus de combat et la réserve d'activation, comme d'habitude. Rien ne change de ce côté-là. Bon, c'est pas étonnant. Le plateau est classifié comme une seule étoile, en principe, avec ce genre de degré de difficulté. Pour la prise en main, on ne touche pas aux capacités basiques. La première capacité avancée, hordes innombrables, qui nécessite 2 dés, le dé commun et le dé peu commun, le palmier et le bateau, qui est un ordre ou un ordre réaction. Ça c'est très bien parce que ça apporte quand même beaucoup de souplesse. Elle nous permet de désigner une unité de guerrier ou de levée qui ne sont pas mercenaires, donc Xyth les hoplites. Qui se situe à plus de M de toute unité ennemie, et on peut remettre en formation dans cette unité toutes les figurines qu'elle a perdues depuis le début de la partie. Par contre, cette unité comptera comme éliminée à la fin de la partie. Alors c'est assez intéressant parce qu'en fait, si une unité de toute façon allait mourir, on peut la renflouer. On peut, comme ce sont des guerriers ou des levées, si elle avait perdu sa génération de sagas, la récupérer. Et en plus de ça, comme cette unité est déjà considérée comme perdue, on n'aura aucun remords à l'envoyer se faire massacrer pour bloquer l'adversaire, pour faire des combats perdus d'avance. Parce que de toute façon, les points de cette unité-là sont déjà perdus. C'est une très bonne capacité, vous n'allez pas l'utiliser 50 fois par partie, mais c'est bien probable que vous l'utilisiez 2 fois, oui, assez facilement, 1 ou 2 fois par partie, et ça fera toujours son effet en sur-rentabilisant une unité et en permettant aussi des erreurs de votre part, étant donné que ça peut les compenser assez facilement. Donc une très bonne capacité, souple, bon, qui coûte quand même 2 dés, mais c'est tout à fait justifié, je pense. Voilà. Pas aucun souci avec cette capacité, même c'est plutôt bien.
La seconde capacité, roi des rois, encore un ordre ou un ordre en réaction, qui nécessite un dé commun, le palmier, et qui fait que jusqu'à la fin du tour, pour chaque tir ou corps à corps, toutes les unités ennemies qui voient notre seigneur, donc il faut une ligne de vue quand même, ce qui implique d'exposer notre seigneur, et qui se situe à L, devra défausser un dé d'attaque avant de les jeter. Bon, c'est pas mal, assez circonstanciel, ça nécessite d'exposer son seigneur, mais des fois il se retrouvera exposé qu'on le veuille ou non. Donc dans ces moments-là, ça peut servir. Sinon, bon, c'est pas non plus fantastique. En tout cas, ça coûte qu'un seul dé. Et si on est face à une faction de tir ou ce genre de choses, ben, ça peut de suite pénaliser l'adversaire s'il devait faire plusieurs tirs, plusieurs combats. À chaque fois, c'est un dé qui saute. Voilà, pourquoi pas, mais après, c'est pas non plus transcendant. La troisième capacité avancée, maintenir la distance, qui nécessite un dé peu commun, le bateau. Une capacité défensive de corps à corps, qui fait que notre adversaire doit défausser 2 dés d'attaque, ou 3 si notre unité impliquée dans ce corps à corps est une unité en formation combinée. C'est une bonne capacité de défense, enfin correcte on va dire, qui nous assure voilà, c'est presque de réussite automatique sur nos jets de défense, étant donné que l'adversaire ne va pas jeter ses dés d'attaque. Donc voilà, c'est pas mal. 3 si on est en formation combinée. Moi j'aime beaucoup les formations combinées, donc je pense qu'on va bénéficier assez bien. La quatrième capacité, une capacité offensive de corps à corps ce coup-ci. On peut la déclencher avec n'importe quel dé saga. Et elle nous permet de gagner 2 dés d'attaque ou 4 si notre unité n'a pas d'arme de tir. Ensuite, si on utilise le dé rare, c'est-à-dire l'éléphant, on pourra relancer les dés d'attaque qui obtiennent un 1 ou un 2. Alors, pour 2 dés d'attaque, je trouve que c'est pas terrible. Par contre, pour 4, c'est très bien. La moyenne, c'est souvent autour de 3. Donc, on est soit en dessous, soit au-dessus. Voilà, là, ça va pénaliser les formations combinées, justement. Mais ça peut servir à tout le reste, que ce soit la cavalerie ou les piétons équipés en standard. Donc c'est une bonne capacité de corps à corps. Le dé rare, bon, je sais pas s'il est vraiment si indispensable que ça, ou si vous avez mieux à faire avec. Mais en tout cas, il existe. Ensuite, cinquième capacité, une capacité phare du plateau, à mon avis, une volée après l'autre qui nécessite un dé commun ou un dé rare, le palmier ou l'éléphant. Une capacité de tir qui peut seulement s'appliquer aux unités équipées d'arc, donc soit les formations combinées, soit les levées chez les Achéménides. Elle nous permet, une fois qu'on a résolu ce tir, d'activer de nouveau notre unité pour un autre tir sur la même cible. Si on utilise le dé rare, on pourra encore activer notre unité pour un tir sur la même cible avec 2 dés d'attaque bonus. À l'issue de ces activations, on pourra retirer une fatigue à notre unité. Alors ça, c'est une très très bonne capacité. Bon, en fait, on va activer notre unité avec un dé, quel qu'il soit, si c'est pour des guerriers, des gardes ou des levées en fonction. Et puis, grâce à ça, pour un dé ne serait-ce que commun, on va réactiver notre unité et cette unité ne subira pas de fatigue à l'issue de ce tir. Ça, c'est très intéressant. Par contre, si on a un dé rare, là, c'est très 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 intéressant puisqu'il nous fait gagner une activation, il nous donne des dés d'attaque. Bon, et on a également le retrait de la fatigue, même si, vu qu'on a fait 3 activations, ça nous en coûtera quand même une fatigue. Mais c'est très 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 fort, et ça, rien que le fait que cette capacité-là existe,
peut justifier la création d'une grosse unité de 8 gardes avec arc en fait. Parce que ils généreront 8 dés d'attaque x2, x3. Donc pourquoi pas. Par contre, il faudra se méfier, c'est que les dés d'attaque bonus ne pourront pas être inclus en plus, étant donné qu'on ne peut pas faire un pool de plus de 8 dés pour les tirs. Donc, bon, moi je trouve que c'est intéressant quand même pour être sûr de les générer, tous ces dés. Mais on n'est pas obligé non plus. On peut se contenter d'une unité de 6 gardes, on peut se contenter d'une unité de levée même. En fait, c'est tellement fort que ça va toujours servir. Donc, voilà, à mon avis, la capacité phare du plateau, que ce soit chez les médics ou les achéménides. La 6e capacité, le feu d'Ahura Mazda, qui nécessite encore une fois un des communs ou un des rares. Une capacité de corps à corps défensive qui peut être déclenchée uniquement sur une unité montée ou en formation combinée, qui seront les principales unités de votre bande, je pense. En tout cas, vers lesquelles on s'oriente naturellement en lisant les capacités et les tableaux. Donc cette capacité nous permet de gagner 3 dés de défense. Si on utilise le dé rare, un bonus de +1 à la défense. C'est très bien. Voilà. Pour un dé commun, c'est très bien. 3 dés de défense. Pour un dé rare, c'est très bien aussi. +1 à la défense avec les 3 dés bonus. Il n'y a rien à dire. C'est simple et efficace. 7e capacité avancée, cavalerie med, qui nécessite 2 dés, un dé commun et un dé peu commun, le palmier plus le bateau. Une capacité de corps à corps qui peut uniquement être utilisée sur une unité montée et qui nous permet d'avoir +1 sur nos jets d'attaque. Donc c'est très bien. En plus de ça, si on s'attaque à des piétons, on aura 3 dés d'attaque supplémentaires. Encore une fois, c'est très bien. Pour nos unités montées qui, je pense, feront l'affaire et seront présentes dans les listes perses, voilà, que ce soit chez les médics ou les achéménides, que ce soit des gardes ou des guerriers. En tout cas, je pense qu'on en retrouvera partout et cette capacité, elle aura son utilité à un moment ou à un autre. Ensuite, tir concentré, qui est une activation qui nécessite un dé commun. Elle nous permet de désigner une unité ennemie et de faire un tir sans activer d'unité sur cette ennemie. Le nombre de dés que l'on va lancer dépendra du nombre de figurines, d'unités ayant apporté. Et donc, voilà, si on a eu 2 unités, on lancera 2 dés, etc. Et ça fera des pertes automatiques sans jet de défense. Ce qui est intéressant, mais ce qui nécessite d'avoir des listes très orientées sur le tir avec les pertes. Alors, ça peut être une façon de jouer intéressante, ça va beaucoup orienter les listes. Ça peut mettre l'éléphant en avant, par exemple, mais vu qu'on a quand même... c'est particulier, puisqu'on n'a pas les formations combinées comme guerrier. Chez les achéménides, c'est-à-dire qu'il va falloir jouer beaucoup de gardes, voire des levées. Voilà, c'est une option, ça existe, mais je ne suis pas sûr que ça soit exploité à son maximum. Ça peut toujours faire quelques petites pertes faciles, et puis sans subir de fatigue en retour ou ce genre de choses, étant donné qu'on n'active pas vraiment d'unité. Donc c'est pas négligeable, mais c'est pas fort. Voilà.
Ça, faut le prendre en compte sans compter dessus. L'avant-dernière capacité, corps mixte, une capacité d'activation qui nécessite un des peu communs. Alors j'ai parlé d'une volée après l'autre comme capacité structurante du plateau, euh, mais elle va être peu négligée à côté de corps mixte qui nous permet d'activer soit autant de piétons que l'on a de cavaliers, soit autant de cavaliers que l'on a de piétons. Et là on parle en termes d'unité. Ce qui fait que, juste à cause de cette capacité, qui est une capacité phénoménale d'activation multiple, on va tout le temps, ou je pense très souvent, essayer d'avoir autant de piétons que de cavaliers dans notre liste d'armées. Que ce soit l'éléphant, les chameaux, les chevaux, etc. En tout cas, ça, ça peut justifier des stéréotypes de liste euh, tout à fait figés. Ce qui est un peu dommage également, mais ça risque d'être une réalité chez les Perses d'avoir presque systématiquement 3 points de piétons et 3 points de cavaliers. Voilà. Et ce qui va aussi un peu, à mon avis, éclipser beaucoup de choses dans la liste. Bon, euh, c'est dommage d'un côté, mais c'est... Comment dire c'est tellement fort qu'on va forcément jouer autour. Voilà. Et c'est ça qui va faire que vous pouvez avoir énormément de tirs efficaces, que vous n'êtes pas trop contraint. Bon, après, c'est une capacité avancée. Donc, tous les tours, il va falloir choisir. Est-ce qu'on active de cette manière les piétons ou les cavaliers? Mais en attendant, à tous les tours, vous allez le faire quand même, quel que soit votre choix. La dernière capacité, porte-bouclier, qui nécessite un des peu communs ou un des rares, le bateau ou l'éléphant, qui s'applique au corps à corps à une unité en formation combinée exclusivement et qui nous permet de lancer des dés pour faire défausser des dés d'attaque à l'adversaire. Si on en lance suffisamment, on peut également lui infliger une fatigue. En plus de ça, si on utilise le dé rare, on peut aussi gagner 3 dés de défense. Donc c'est hyper défensif, c'est très bien. C'est un peu aléatoire malgré tout, étant donné que en fonction de déjà qui nous combat, la capacité va être réduite ou augmentée. Voilà, si on combat des guerriers, on va dire que c'est la moyenne. Si on combat des levées, bon, il y a très peu de chances que les levées vous attaquez, mais vous pouvez aller les chercher. Euh, Donc c'est pas mal. Après, il faut aussi aller les chercher avec vos formations combinées qui se déplacent assez, autant en mouvement qu'en charge. Ça va être assez compliqué. Mais, euh, mais par contre, voilà, si vous attaquez des gardes, euh, l'effet de la capacité est automatiquement réduit, étant donné que vous allez avoir plus de mal à réussir vos jets. Bon. Utiliser l'éléphant nous rapporte 3 dés de défense. On voit que l'éléphant, le dé rare, quoi, double la capacité presque. Enfin, il fait office de double effet comme beaucoup de fois dans l'âge d'Alexandre. Et sur le plateau perse notamment. Donc une bonne capacité. Il y a de très grandes chances que vous ayez des formations combinées. Donc elle ne sera jamais inutile. Ce que je peux dire finalement sur ce plateau perse, c'est que c'est un plateau qui est assez fort pour commencer, dans le sens où beaucoup de capacités sont simples à comprendre et plutôt au-dessus de la moyenne, même si elles ont des contraintes de type de troupes pour être efficaces. On voit qu'on va être forcé de jouer du tir. Bon, forcé, j'exagère, mais enfin, la seule capacité de tir qu'on a, c'est une volée après l'autre, et elle est très très forte. Par contre, cette capacité, euh,
peut nous induire à seulement jouer une seule unité de tir, pourquoi pas. Une seule levée de tir, par exemple, chez les Achéménides, qui bénéficiera d'une volée après l'autre à tous les tours, et qui va faire son petit bout de chemin assez simplement. Donc voilà, c'est pas du tout bête. On verra qu'aussi grâce ou à cause de corps mixtes, on va devoir jouer justement une armée mixte avec autant de piétons que de cavaliers. Bon, ça c'est mon sentiment, mais je pense qu'il est partagé dans le sens où on peut bénéficier d'une des meilleures activations multiples du jeu et avec un choix à faire qui est pas si idiot que ça. Donc voilà. Donc une armée qui va jouer sur les deux tableaux, piéton, cavalier. Est-ce qu'on veut plus de gardes? Est-ce qu'on veut plus de guerriers? Ça sera au bon vouloir de chacun, en fonction de ses affinités de jeu. Par contre, hordes innombrables nous incitent à quand même jouer des guerriers et des levées. Bon, c'est normal. Voilà, il faudra voir, et avec tout ça, il faudra donc voir ce que vous préférez et quel tableau correspond le plus à vos attentes. Moi, j'ai tendance à préférer les médics parce que j'aime beaucoup la formation combinée. Donc, le fait de pouvoir les avoir en guerrier, ça, je trouve ça très bien. Les Achéménides sont bons surtout parce qu'ils ont accès aux chameaux, ils ont accès aux levées archers, ce qui fait que vous pouvez quand même avoir des très bonnes unités de corps à corps, tout en minimisant vos archers. Vous pouvez quasiment vous passer des formations combinées chez les Achéménides. Mais bon, pour moi, c'est ça qui fait le sel du plateau. Alors, c'est dommage de s'en priver. Donc voilà, une faction qui va quand même miser bien sur le tir, qui a des bonnes capacités de combat pour ses cavaliers, qui met pas vraiment en avant l'éléphant. Mais bon, il l'autorise, ce qui est potentiellement intéressant. Ça fait une option de jeu en plus. Les hoplites mercenaires, je les trouve corrects, mais finalement, ils sont mercenaires et donc ils bénéficient pas des capacités avancées, ce qui fait que je trouve que ça casse un peu l'identité de la faction. Donc, j'ai tendance à pas forcément les aimer. Par contre, les unités standards, elles n'interagissent pas vraiment non plus avec le plateau. Alors, pas terrible. Donc voilà, ça sera à vous de voir en fonction des cavaliers et des piétons que vous voudrez et de leur catégorie. Garde, guerrier, voire levé, mais les levées, il n'y a pas tant d'intérêt que ça, à mon avis, sauf si on veut qu'une seule levée qui fasse une levée après l'autre, quoi. Donc voilà pour mes impressions sur le plateau, et j'ai un peu digressé sur les tableaux. Mais une bonne faction, simple à prendre en main, avec beaucoup de tirs, ce qui fait que c'est assez permissif, avec quelques capacités de régénération qui sont aussi permissives. Et, et voilà, donc, capacité simple à mettre en œuvre et costaud. Un petit mot sur les unités légendaires des Perses. Alors là, par contre, elles sont complètement dégénérées. Franchement, c'est abusé. Il y a pas d'équilibre. Enfin, c'est mon avis, hein, mais il y en a qui sont jouables, je trouve. Je l'ai dit assez, les successeurs. Il n'y en a pas un qui est fabuleux. Mais eux, là, eux deux, je les trouve tellement forts. Dans le premier, c'est Xerxès, le roi des rois. Lui, il a plusieurs avantages. Il a la résistance 2, le fait d'être sur un énorme char lui accorde également un couvert solide, quelles que soient les circonstances.
il peut améliorer la capacité roi des rois. Enfin, il l'améliore quoi qu'il arrive. Et il fait défausser 2 dés au lieu d'un. Donc celui-là, vous pouvez l'exposer tranquillement. Avec son énorme résistance, son couvert solide. Et le fait d'activer roi des rois systématiquement, il risque pas grand-chose. On peut gérer les manœuvres adverses en empêchant une unité adverse de manœuvrer. Bon, alors, ça va être intéressant en début de partie, le temps que l'adversaire se rapproche. Et en fait, à tous les tours, on peut mettre une unité adverse dans le vent comme ça et contraindre l'adversaire à utiliser des dés pour pouvoir la jouer. C'est, c'est assez mesquin, mais c'est comme ça. C'est fort, il n'y a rien à dire. Et puis, en plus de ça, il a un mécanisme pour faire perdre un des sagas à l'adversaire et nous en faire gagner un. Alors bon, c'est compensé par le fait qu'il génère qu'un des sagas alors qu'il coûte un point de seigneur légendaire, mais quasiment enfin, assez facilement, on va faire perdre un dé à l'adversaire et en gagner un nous, ce qui fait un delta énorme et en plus de toutes ces autres capacités qui le rendent extrêmement fort à lui-même en plus. Hein, c'est un bourrin quoi. Voilà. Sur son char d'apparat. Il y a pas grand chose à dire sur lui, mais voilà, ça fait un seigneur vraiment puissant qui va au combat. Le second seigneur légendaire, c'est Darius III, qui est le seigneur légendaire des Perses achéménides. Alors oui, j'ai oublié de préciser que Xerxès est obligé d'être joué chez les Perses médiques. Donc Darius III, seigneur pour les Perses achéménides, il est monté sur un char, il génère ses 2 dés sagas, il a son armure à 5. Il n'est pas soumis à la règle fierté. Il peut enlever un élément de décor situé à plus de L de n'importe quel bord de table au début de la partie. Ça, c'est extrêmement fort. Bon, alors votre adversaire risque de, du coup, ne pas mettre d'éléments comme ça. Voilà, si les éléments vous gênent, c'est bien. C'est surtout bien pour lui parce qu'il joue les Achéménides. Lorsqu'on joue les Médiques, où on a beaucoup de formations combinées, les éléments de terrain ne sont pas forcément un problème, étant donné que nos unités se déplacent déjà assez. Mais avec lui, vu qu'on risque d'avoir plus de cavaliers, voire des chars, ça peut devenir un problème. Justement, en parlant de chars et de cavaliers, les gardes de Darius peuvent être des cataphractaires. Voilà. Comme chez les successeurs d'Asie. C'est très très fort les cataphractaires, moi j'adore ça. Et en plus de ça, les chars à faux de Darius ont la règle spéciale détermination. Rien que ça. Bon, ça induit quand même un certain style de jeu. Évidemment, lui il était connu pour sa cavalerie. Donc vous pouvez mettre des gardes cataphractaires, puis des guerriers à cheval ou à chameau. Étant donné que vous allez virer un élément de terrain qui pourrait vous embêter, ça va vous faire une liste de cavaliers assez sympa. Et après, la petite règle spéciale, c'est qu'il peut s'enfuir lorsqu'il est en combat, ce qui fait qu'il ne va pas rapporter les points à l'adversaire pour sa destruction. Bon, après, le fait de le faire fuir, ça va vous faire péter les dés sagas et compagnie, mais si vous êtes sûr qu'il va perdre, ça peut se faire. Et au final, mis à part sur un vrai manque de bol au dé, vous ne pouvez pas réellement le perdre. Et donc, ne pas donner de points à votre adversaire pour la mort de Darius III. Voilà. Ça fait deux seigneurs qui modifient le jeu. Moi, je les trouve vraiment forts. C'est incroyable, autant l'un que l'autre. Surtout Xerxès en fait, mais bon, même Darius est déjà très très bon, donc voilà, c'est un peu bizarre. Il me donne vraiment une impression de surpuissance ces gars-là. Après ils apportent quand même des trucs à la faction,
des façons de jouer différentes. Et puis même, bon, allez, le char d'apparat quand même, ça risque de faire une très jolie pièce de modélisme, alors on peut pas vraiment y en vouloir. Pour résumer les forces et faiblesses de la faction, même si je l'ai fait un petit peu à chaque fois, en décrivant à la fin des tableaux, à la fin des plateaux, là j'ai essayé de faire un petit résumé bref. C'est une faction qui est très bonne au tir, qui encense également beaucoup la cavalerie, qui a un énorme choix de troupes, et surtout grâce à la présence des deux tableaux de choix, qui a des unités exclusives, les chameaux, les formations combinées, voilà. Principalement, hein, après on pourrait dire les hoplites mercenaires ou les chars à faux, mais surtout les chameaux, les formations combinées, qui pour moi affolent comment dire, le détail, l'exclusivité de cette armée-là. Et après, ben, en termes de défauts, une autre qualité aussi, c'est que c'est très simple à prendre en main. En fait, vous allez jouer et c'est fort. Vous avez des bonnes capacités, pas dur à jouer, qui vous apportent un certain avantage. Et le fait d'avoir beaucoup de tirs assez facilement et sans trop de contraintes, même si c'est une contrainte de déplacement, mais on ne craint pas forcément les contre-coups grâce à nos grands boucliers qui nous permettent de serrer les rangs. On peut faire beaucoup de mal à l'adversaire sans trop subir en retour et on a des bonnes capacités pour ça. Donc voilà, la prise en main, c'est quand même un des gros points forts, à mon avis, des Perses. S'il y a des nouveaux joueurs ou quoi que ce soit, c'est très bien. C'est à mon avis la faction la plus simple du supplément à jouer. Même plus simple que les Macédoniens parce qu'eux, ils sont pas soumis à la règle phalange. Et après, en termes de défauts, les chars à faux, c'est un avantage et un défaut. Moi, je les aime pas du tout, alors je les mets dans les défauts. Les hoplites mercenaires également, parce que c'est des mercenaires et que j'aime pas ça non plus, même si on a essayé de me convaincre du contraire, là, voilà. Bon, après, ils sont pas dégénérés eux non plus, mais voilà, je trouve que ça enlève de l'identité à la faction, même si c'est justifié totalement par l'histoire, pour ceux-là en tout cas. Donc ça leur enlève pas tant d'identité que ça, mais ça enlève au jeu, je trouve aussi. À partir du moment où on peut plus exploiter le plateau, je trouve que c'est pas cool. Voilà. Donc j'ai toujours pas vraiment cité de défaut chez eux. Allez, si on peut quand même en citer un, c'est qu'on risque d'avoir quand même très souvent les mêmes listes qui ressortent assez rapidement, avec autant de cavaliers que de piétons. On a un schéma simple qui va se mettre en place. Par exemple, à 6 points, ce sera 3 unités de cavaliers et 3 de piétons. Ou alors 2 de cavaliers, 2 de piétons, etc. 2 de cavaliers, 3 de piétons, pourquoi pas. Enfin, on verra bien, mais c'est des schémas qui vont, ou l'inverse, qui vont assez rapidement se retrouver. Donc le grand choix de troupes va pas non plus nous apporter tant d'exclusivité, j'aurais envie de dire, mais de variance plutôt dans la composition des bandes. Voilà, c'est... Mais bon, ça c'est pas forcément vrai. Il y a des chances que je me trompe parce qu'il y a quand même des joueurs assez inventifs qui vont toujours réussir à force d'essais et de jeux à surprendre grâce à des compositions particulières. Je vous remercie pour l'écoute attentive de cette revue et je vous dis à la prochaine pour une autre faction.